Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer notre cours sur les microcontrôleurs. On va parler aujourd'hui des interruptions. C'est quoi une interruption? Avant de définir c'est quoi une interruption, on va donc donner un exemple. Supposons par exemple que vous êtes en train de lire un livre, donc c'est ça. Donc la fonction principale, donc c'est lire un livre, c'est un programme, on va dire c'est le programme principal. Donc la lecture d'un livre, c'est un programme principal. Et donc, supposons que quelqu'un vous interrompt et vous demande par exemple, et vous demande de lui rendre un service. Donc cette interruption, c'est ça l'interruption, c'est donc il a interrompu donc ce que vous êtes en train de faire. Donc le programme d'interruption, c'est ce qu'il vous demande. Donc il y a deux cas. Donc c'est il est possible que vous lui rendez ce service. Donc on dit dans ce cas que les interruptions, vous avez autorisé cette interruption et donc vous avez répondu à cette interruption. Vous avez exécuté le sous-programme d'interruption qui est donc ce service. Ou bien il est possible de négliger donc ce qu'il vous demande. On dit que les interruptions donc sont désactivées et donc voilà. Donc vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas exécuté. Donc c'est ce programme d'interruption qu'on appelle aussi la routine. Donc c'est ça. Donc pour revenir au microcontrôleur, il y a un programme principal qui s'exécute et c'est les interruptions. Donc si les interruptions, les coupures donc sont autorisées, donc si ces interruptions sont autorisées, donc l'exécution du programme principal sera arrêtée et on va exécuter le programme d'interruption. Vous allez me dire donc pourquoi donc ces interruptions? Donc avant de répondre à cette question, il faut savoir que les sources d'interruption, donc avant qu'une interruption, donc avant d'exécuter le programme d'interruption, donc le sous-programme d'interruption, il faut qu'un événement se déclenche. Donc un événement, une condition se réalise. Donc une fois elle sera réalisée, le sous-programme d'interruption sera exécuté. Donc ces sources d'interruption pour le 16F84, elles sont en nombre limité, donc ces quatre sources d'interruption. Donc ces quatre sources d'interruption, si l'une de ces quatre sources d'interruption est réalisée, on dit que et si les interruptions sont autorisées, le sous-programme d'interruption sera exécuté. Donc pourquoi ces interruptions? Donc sachant que la fonction réalisée par ce sous-programme d'interruption, on peut la réaliser dans notre programme principal. Donc pourquoi on recourt aux interruptions? Il faut savoir qu'il y a une clé derrière. Il y a une puissance derrière ces interruptions. C'est que les deux programmes se déroulent en même temps. Donc avec les interruptions, on peut faire fonctionner deux programmes. Le programme principal et le sous-programme d'interruption. Et c'est ça la puissance des interruptions. C'est pour cela qu'on utilise ces interruptions. C'est-à-dire que si vous voulez par exemple surveiller donc illimite, s'il se dépasse, donc on va déclarer, donc c'est un exemple, on va déclarer une interruption, on va exécuter le programme d'interruption. Donc on veut servir une limite. S'il se dépasse, on va dire que donc quelqu'un a dépassé cette limite et on va exécuter le programme d'interruption. On va supposer que notre programme d'interruption est allumé, par exemple une LED. On va faire clignoter une LED. Voilà. Donc sachant que par exemple notre fonction principale, par exemple, on a une fonction principale, on a un programme principal. Voilà. Donc c'est ça la puissance des interruptions, c'est que deux programmes s'exécutent en même temps. Donc si on active les interruptions, on peut faire par exemple une fonction, on peut réaliser une autre fonction indépendante. Donc on peut par exemple faire n'importe quelle fonction, on peut exécuter n'importe quel programme sans surveiller
c'est cette limite. Donc cette limite, elle est surveillée en même temps. Donc en plus du programme principal, ou bien en plus du programme principal, donc cette limite elle est surveillée. Par contre, si on ne veut pas utiliser les interruptions, on ne peut pas réaliser une autre fonction. Une seule fonction seulement, c'est la surveillance de cette limite. Donc si on n'utilise pas les interruptions, notre programme principal, sa fonction est de surveiller cette limite. Mais si on autorise les interruptions, on peut réaliser n'importe quelle donc fonction, on peut réaliser, exécuter, donc exécuter notre programme principal et la limite, elle sera surveillée indépendamment de notre programme principal et une fois cette limite elle est dépassée et donc une condition donc est réalisée, un événement réalisé et notre programme d'interruption sera réalisé. Et puis on va retourner à notre programme principal et continuer son exécution. Donc, comment ça va se passer? Donc, on exécute notre programme d'interruption et on va supposer que les interruptions sont autorisées. Donc, une fois l'interruption, donc l'événement qui va déclencher l'interruption réalisée, donc d'après l'exemple qu'on a donné, donc la limite elle est dépassée. Voilà. L'exécution du programme principal donc, sera arrêtée. Donc notre programme principal, on ne va pas l'exécuter, donc il sera arrêté. On va donc arrêter son exécution et on va passer au programme d'interruption. D'accord? Donc comment? Donc normalement, puisque on va passer au programme d'interruption, donc on a arrêté notre programme principal, on a passé au programme d'interruption qu'on appelle aussi le routine. Une fois on termine l'exécution de notre sous-programme, donc de notre programme d'interruption, il faut revenir au programme principal et continuer son exécution. Mais comment on peut revenir à la dernière instruction qui n'est pas exécutée et continuer son exécution? Donc, comme vous savez, on a déjà parlé du compteur du programme, du programme counter, et on a dit qu'il contient l'adresse de l'instruction suivante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre donc l'adresse du compteur de programme sera stockée dans la pile. On a dit que la pile pour le 16F84 est une pile à 8 levels. C'est-à-dire, on a dit comme on a dit dans la dernière, dans la vidéo précédente, que on peut faire 8 interruptions imbriquées. C'est-à-dire, le programme principal s'exécute, un événement se déclenche et on va exécuter le programme, donc ce programme d'interruption. Au cours d'exécution de ce programme, une autre source d'interruption elle est lancée, donc un autre événement se réalise et donc on va passer du premier sous-programme d'interruption à un autre sous-programme d'interruption et etc. Mais on ne peut pas dépasser 8 levels, donc 8 interruptions imbriquées. Donc, dans notre cas, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on va revenir à ce qu'on étions on va revenir à ce que nous étions en train de dire. Nous avons dit que le compteur de programme contient la dernière instruction qui n'est pas exécutée, donc l'instruction suivante. On va la stocker dans la pile. Donc, la dernière instruction, donc l'instruction suivante du programme principal sera stockée dans la pile. On va charger ce compteur de programme par la première instruction de notre sous-programme, de notre programme d'interruption, donc du routine, donc du sous-programme d'interruption. Et donc, on va exécuter ce programme d'interruption. Une fois on a terminé l'exécution de ce programme d'interruption, il faut revenir au programme principal et donc revenir à la dernière instruction qui n'est pas exécutée et qu'on a déjà stocké dans la pile. Donc on va retourner l'adresse dans la dernière instruction qui n'est pas exécutée. On va la stocker dans le compteur de programme. Et comme ça, on va continuer l'exécution du programme principal. Alors on a terminé avec les interruptions. Donc c'est ça la notion des interruptions en général. Donc c'est pour toutes les familles du microcontrôleur. On va passer à définir quelques registres qui entrent en jeu. Donc, comment configurer les interruptions, quelles sont les sources d'interruption. Mais avant, je vais vous montrer donc la répartition des registres donc, qui entrent de configuration. Mais aussi avant d'entamer ces registres, il faut citer les sources d'interruption pour le 16F84. Donc, on a dit que les 4 sources d'interruption pour le 16F84, il y a 4. Il y a
la première source d'interruption, c'est la fin d'écriture sur le prompt. Deuxième source, c'est changement d'état sur l'un des pins ou bien sur l'un des entrées-sorties du port B, RB4, RB, donc B4, B5, B6, B7. Ou bien le changement d'état sur l'entrée-sortie B0 du port B. Et ou bien le débordement du timer. On a déjà parlé du timer. On a dit c'est un compteur. Lorsqu'il atteint sa valeur maximale, il retourne, donc il recompte, donc il débute, il repasse à zéro et donc il continue, donc suit le comptage. Donc il répète le comptage, mais il déclare, donc il lance une interruption lorsqu'il atteint sa valeur maximale. Donc avant, donc lorsqu'il déborde et avant de débuter le comptage depuis le zéro, il va déclarer lancer une interruption. Il va lancer une interruption. Quatre sources d'interruption. Donc, c'est ça les sources d'interruption. Mais on va donc passer à définir quelques registres très importants. Donc, voilà la répartition des registres pour le 16F84. Voilà, donc comme vous voyez, ils sont répartis sur deux banques, le banque 0 et le banque 1. Les registres qui se trouvent dans le banque 0, on ne peut pas, donc, ils ne sont pas connus par le PIC 16F84 lorsque si nous sommes dans le banque 0, le banque 1, si nous étions dans le banque 1. Donc, il faut passer au banque 0 si vous voulez utiliser ces registres. Et comme vous voyez, il y a des registres qui se répètent, donc comme le registre statut. Voilà, comme le registre statut, comme le registre config. Ces deux registres, vous pouvez l'utiliser soit dans le box 2, soit le banque de 1, sans passer donc sur n'importe quelle banque, vous pouvez les utiliser. C'est pas la peine de passer au banque 0 si vous êtes dans le banque 1 ou bien à banque 1 si vous êtes dans le banque 0. Donc, on va définir quelques registres. Donc, le but c'est de définir comment configurer les interruptions, mais il faut un passage sur quelques registres est nécessaire. On va débuter par le registre statut. Le registre statut, c'est un registre à 8 bits. On va voir, comme vous voyez, il se situe dans les deux banques. Vous pouvez les utiliser, donc vous pouvez l'utiliser donc sans pas changer de banque. C'est un registre, comme on l'a dit, à 8 bits qui se trouve à l'adresse, le registre statut qui se trouve dans le registre, soit dans le registre 3 hexadécimal ou bien 83 hexadécimal. Donc, ce registre, vous pouvez donc l'utiliser, euh, soit donc il est accessible en banque 0 ou bien en banque 1. Donc, c'est pas la peine de changer de banque. Et voilà, donc on va voir, c'est un bit de 8 bits, c'est un registre de 8 bits, un registre de 8 bits. Le premier bit, c'est un bit qui n'est pas utilisé, ces deux premiers bits ne sont pas utilisés dans le cas du 16F84. Donc ces deux premiers bits, à mettre à 0 ou bien à 1, c'est pas donc aucun changement, aucun effet. Donc vous pouvez donc mettre 0 ou bien 1, ils ne sont pas utilisés dans le cas du 16F84. Pour le bit 5, c'est le bit qui va nous permettre de sélectionner le banque, donc de parcourir les banques. Si vous le mettez à 1, donc vous passez au banque 1. Si vous le mettez à 0, donc vous passez au banque 0. Le bit 4, c'est le bit de timeout. Donc donc ce bit il est en lecture seule. Donc vous ne pouvez pas le modifier, mais il change de valeur après une mise sous tension. Donc, si vous alimentez votre microcontrôleur, il se met à 1. Il se met à 1 après une mise sous tension, ou bien après une instruction sleep. Donc, c'est une instruction qui vous permet de passer au mode mise en veille, pour mettre en veille votre microcontrôleur. Il y a aussi, il se met à 1 après une instruction clear watchdog. On a dit que l'instruction clear watchdog, il faut la mettre si vous activez le clear watchdog. Il faut la mettre à la fin de votre programme principal. Pourquoi? Parce que, comme vous savez, si vous rappelez, on a dit que le watchdog, c'est un système de protection contre le blocage.
Donc c'est un compteur qui compte lorsqu'il atteint sa valeur maximale, il va relancer, redémarrer votre microcontrôleur. Donc c'est une méthode pour redémarrer votre microcontrôleur dans le cas du blocage. Donc il compte. Si par exemple votre microcontrôleur se bloque, le watchdog continue son exécution. Lorsqu'il atteint sa valeur maximale, il va redémarrer votre microcontrôleur. Mais si vous voulez, si votre microcontrôleur exécute normalement, sans être bloqué, il exécute votre programme, il va atteindre la dernière instruction, il va exécuter Clear Watchdog qui va donc remettre à zéro ce compteur. Et pour on a dit ce bit il se met à 1 après une mise sous tension, une instruction sleep Clear Watchdog. Il se met à zéro donc après une temporisation du watchdog qui est dépassé. Donc dans le cas contraire. Donc le bit 3 il se met à 1. Donc ce bit aussi, il est en lecture seul. Il se met à 1 après une mise sous tension, et donc alimentation de votre microcontrôleur, et après une instruction Clear Watchdog. Ces trois derniers bits, ce sont des flags, ce sont des drapeaux, ce sont des indicateurs, qui se met, donc ce bit 2, il se met à 1, donc pour indiquer, c'est un indicateur de 0, donc il se met à 1 pour indiquer que le résultat d'une opération arithmétique ou logique est 0 et se met à 0 dans le cas contraire. Le bit 1, c'est ou bien digital carry, donc il se met à 1 après donc, le débordement du quatrième bit. Donc lorsqu'on dépasse le quatrième bit du poids faible, donc il se met à 1. Donc on a dit que le registre est de 8 bits. Lorsqu'on dépasse, on déborde, donc on dépasse le quatrième bit du poids faible, il se met à 1. Et le carry, c'est lorsqu'on dépasse les 8 bits. Donc il se met à 1 lorsque c'est le débordement du huitième bit. Donc, il signifie que, occurrence d'un débordement d'un bit le plus significatif du résultat. D'accord, on va passer maintenant à notre registre. Mais il faut garder en tête que ces bits, ils concernent les opérations arithmétiques logiques effectuées par l'unité arithmétique logique, effectuées par le microprocesseur. Donc, ce bit 0, il se met à 1 lorsque le résultat d'une opération de la dernière instruction génère un retenu. Donc, on va passer au registre de configuration des interruptions. C'est un registre de 8 bits. Donc, ce premier bit, si vous le mettez à 1, ce premier bit vous permet d'activer ou désactiver toutes les sources d'interruption. Si vous le mettez à 1, donc les sources d'interruption, toutes les interruptions seront activées. Si vous les mettez à 0, donc vous allez désactiver toutes les interruptions. Donc si vous voulez activer les interruptions, il faut le mettre à 1. Donc une fois que vous le mettez à 1, donc vous allez changer les valeurs des autres bits de ce registre. Mais si vous le mettez à 1, même si vous changez ces bits, les interruptions seront désactivées, seront négligées. Donc on va supposer on va mettre ce bit à 1. Donc pour le bit 6, donc c'est un bit. Donc ce registre, je l'ai tiré du PIC 16F877A. Donc pour le 16F84, ce bit n'est pas nommé Peripheral Interrupt Enable bit, mais il est nommé EEIE, c'est-à-dire EEPROM Interrupt Enable. Donc ce bit, il vous permet donc d'activer ou bien désactiver les interruptions issues après la fin d'écriture sur le EEPROM. Donc une fois à la fin de l'écriture des interruptions, le constructeur a conçu une interruption qui sera déclenchée après avoir fini l'écriture sur le EEPROM. Si vous voulez l'activer, donc activer cette source d'interruption, vous mettez ce bit à 1. Ce bit à 1. Donc le bit 5, c'est pour le timer, pour activer ou bien autoriser l'interruption qui sera déclenchée lorsque le timer atteint sa valeur maximale. Donc au début de mon petit timer. Donc si vous le mettez à 1, vous l'activez. Le bit 4, c'est un bit qui permet donc d'activer l'interruption issue des bits B0 du port B. Donc le port B, c'est un port qui contient 8 entrées-sorties. La première entrée-sortie, donc le B0, et le constructeur a conçu une interruption qui sera lancée lorsque le bit 0, par exemple, change d'état. Donc on va voir comment ça. Mais donc si vous voulez utiliser l'interruption qui sera issue du bit 0, vous mettez ce bit à 1.
Le but 3, donc, c'est pour activer ou bien désactiver les interruptions qui seront issues du entrées-sorties, donc des quatre derniers entrées-sorties des ports P, c'est-à-dire 4, B4, B5, B6 et B7. Lorsque c'est l'un de ces entrées-sorties change d'état, donc passe de 0 à 1, donc de 0 à 5 volts, ou bien de 5 volts à 0 volts, et une interruption sera déclarée. Donc, on va parler donc comment choisir donc donc l'interruption sera autorisée ou bien lancée lorsqu'il passe de 0 à 5 ou bien à 5 volts à 0 volts. Il y a un autre registre qui entre en jeu, mais il faut garder en tête que ce bit 3, il permet d'activer ou bien désactiver les interruptions qui seront donc les interruptions issues du changement d'état des quatre derniers entrées-sorties, B4, B5, B6 et B7. Et le bit 2 et le bit 1 et le bit 0, ce sont des indicateurs, ce sont des drapeaux, ce sont des flags. Pour sentir la notion de ces drapeaux, on va donner l'exemple d'un match de football, c'est-à-dire comment savoir qu'il s'agit d'un hors-jeu, c'est lorsque c'est lorsque l'arbitre lève son drapeau. Donc, lorsqu'il lève son drapeau, on sait qu'il s'agit d'un hors-jeu. Et c'est le cas pour le 16F84. Comment savoir que la source d'interruption est le timer? Donc, le constructeur a conçu un drapeau qui sera levé lorsque la source d'interruption est le timer, 0. D'accord? Donc ce bit, il faut le mettre à 0. Donc les drapeaux, il faut les mettre à 0 pour lorsqu'ils changent d'état, c'est-à-dire il change de valeur de 0, il passe de 0 à 1, le microcontrôleur peut savoir qu'il s'agit d'une interruption et peut savoir la source d'interruption. Et pour savoir la source d'interruption. Donc les drapeaux, il faut les mettre à 0. Il ne faut pas oublier ça. Il faut les mettre à 0 pour, pour pouvoir, pour qu'on puisse savoir la source d'interruption. Donc le bit 2, c'est pour le drapeau des timers. Le bit 1, c'est le drapeau donc, du bit 0, donc du B0 du port P, donc de la première entrée-sortie du port faible, le B0 du port P. Et le bit 0, c'est pour les quatre derniers entrées-sorties, les quatre dernières entrées-sorties du port P. Donc c'est ça, donc c'est tout ce qui concerne le registre de configuration ou bien le registre de contrôle d'interruption. On va passer au registre d'option registre. Donc ce registre, c'est un registre spécial. On va voir son emplacement dans la mémoire. Donc l'option registre, c'est un registre qui se trouve à l'adresse 81 hexadécimale. Donc il se trouve dans le banc 1. Donc pour l'utiliser, il faut passer au banc 1. Et on a vu que comment passer, donc sélectionner le banc, c'est à l'aide du bit 5 du registre statut. Si vous mettez le bit 5 du registre statut à 1, vous sélectionnez le banc 1. Si vous le mettez à 0, vous sélectionnez le banc 0. Donc on va retourner au registre, option registre. Donc pour le bit 7, c'est le registre on va voir une nouvelle notion, c'est la résistance du pole-up, du port B. Le port B contient des résistances du pole-up. Donc quel est leur intérêt? On va voir leur intérêt tout de suite. Voilà. Donc si vous voulez, on va voir leur intérêt. Donc il faut effacer. Donc on suppose par exemple que je veux moi réaliser par exemple euh, donc je vais connecter avec cette entrée-sortie un bouton poussoir. Voilà, voilà 5 volts lié à une résistance. Et voilà, cette résistance, je vais connecter avec un bouton poussoir, un interrupteur qui sera lié à la masse. Donc ce port RB0, il est connecté à 5 volts lorsque l'interrupteur est ouvert. Lorsque je clique sur le bouton, je vais le lier à 0. Donc si vous activez par exemple les interruptions au pin B0, donc il faut indiquer s'il va changer d'état. Donc si l'interruption sera lancée lorsque ce pin le niveau de tension change d'état, donc passe de 5 volts à 0 volts, on dit que c'est le front descendant. Ou bien lorsque vous passez de 0 volts à 5 volts, on dit que c'est le front montant.
donc de 0 volts à 5 volts. Mais c'est pas, on va parler de ça après, mais ce que je veux donc vous montrer, c'est la notion ou bien l'utilité des résistances de pull-up. Donc le port B contient, chaque entrée-sortie du port B contient des résistances de pull-up, c'est-à-dire que pour par exemple connecter un bouton poussoir, c'est un exemple, c'est pas l'appel, si vous autorisez ces résistances, c'est pas l'appel de mettre cette résistance, car cette résistance qu'on appelle résistance de pull-up, elle est déjà il se trouve déjà donc, dans ce port. Donc, il suffit seulement de connecter votre bouton poussoir avec n'importe quelle entrée-sortie du port B et vous l'alliez à la masse. Et comme ça, c'est comme si vous avez donc c'est comme vous mettez le 5 volts avec une résistance connectée à ce bouton poussoir, car il se trouve intégré. Donc, si vous l'activez, c'est pas l'appel de mettre la résistance et 5 volts. Donc on va retourner pour continuer la définition du registre option registre. Le bit 6 du registre option, donc le bit 6 des options registre, c'est un registre qui va permettre de sélection des francs d'interruption. Comme j'ai dit que il faut préciser si l'interruption sera lancée lorsque le niveau de tension change d'état de 5 volts à 0 volts, on dit que c'est le franc descendant, ou bien de 0 volts à 5 volts, on dit que c'est le franc montant. Comment donc sélectionner soit que l'interruption sera lancée au franc montant ou bien au franc descendant? C'est à l'aide du bit 6 de l'option registre. Ce bit de sélection de franc d'interruption. Si vous le mettez à l'interruption sera lancée après un changement d'état, donc sur le franc montant du bit RB0 ou bien sur le franc descendant du bit RB0. Le bit 5, c'est un bit de sélection de la source d'horloge pour le timer 0. C'est-à-dire, comme vous savez, le timer 0, c'est un compteur qui va compter. Donc, il a un pas, donc le pas de passage de 0, donc le pas d'incrémentation. Mais comment il s'incrémente? Et donc, est-ce qu'il va s'incrémenter donc en fonction de l'horloge interne? L'horloge interne, c'est l'horloge, donc c'est l'oscillateur que vous avez connecté, donc c'est le quartz que vous avez connecté avec votre microcontrôleur, on l'appelle l'horloge interne. Ou bien, si vous voulez donc connecter à votre au pin ou bien à l'entrée RA4 une autre source une autre source d'oscillation, une autre horloge. Donc, pour montrer, donc si vous connectez à ce pin un bouton poussoir par exemple, si vous voulez que ce timer va s'incrémenter en fonction de l'entrée, en fonction du front montant ou bien du front descendant. Si vous le mettez à 1, il sera incrémenté au front descendant du pin RA4. C'est-à-dire, supposons que on va donc modifier ça. Supposons que c'est RA4. Ça c'est RA4. C'est RA4. Voilà. Il ne contient ce port, donc ce port ne contient pas de résistance de pull-up, donc il faut mettre 5 volts et une résistance. Si vous voulez, donc, supposons qu'on veut que notre oscillateur, le timer, va s'incrémenter au front montant, en front descendant. Donc, dans ce cas, pour le front descendant, pourquoi? Car lorsque le bouton poussoir il est ouvert, il est connecté à 5 volts. Lorsque j'appuie sur le bouton poussoir, il va passer à 0. Donc, c'est le front descendant. Donc, dans mon cas, si je veux que mon timer va s'incrémenter au front descendant, il faut mettre dans le bit 5, donc il faut mettre dans le bit 4, donc, il faut mettre dans le bit 4 1. Il faut mettre dans le bit 4 1. Et si vous voulez qu'il va s'incrémenter au front descendant, il faut le mettre à 0. Mais j'ai sauté, je pense, le bit 5. C'est le bit de sélection de la source d'horloge. Donc ce timer, donc si vous voulez qu'il sera donc incrémenté en fonction du front montant ou bien du front descendant de l'horloge interne, c'est-à-dire le quartz que vous avez connecté avec votre microcontrôleur, il faut le mettre à 1. Donc si vous voulez qu'il va s'incrémenter en fonction donc, si vous voulez qu'il va s'incrémenter au front montant ou bien au front descendant de l'horloge interne, il faut le mettre à 0. Si vous voulez qu'il va s'incrémenter en fonction de la transition au pin RA4, donc si, en fonction d'une horloge externe, par exemple un bouton, comme j'ai déjà montré, il faut le mettre à 1. Donc si vous le mettez à 1, dans ce cas, vous pouvez donc modifier, donc s'il sera incrémenté au front descendant du, au front descendant de la pin RA4 ou bien il sera incrémenté sur le front montant de la pin RA4. Le bit 3,
c'est donc si vous vous rappelez, je vous ai dit que le watchdog, c'est un compteur qui va compter lorsqu'il atteint sa valeur maximale. C'est un compteur. Il atteint sa valeur maximale, il va redémarrer l'exécution du programme principal. Mais j'ai dit que si par exemple mon programme principal, le temps d'exécution de mon programme principal dépasse le temps donc le temps nécessaire pour que le watchdog atteigne sa valeur maximale. Donc dans ce cas, mon programme principal n'est pas bloqué, mais le watchdog atteint sa valeur maximale et il va redémarrer, relancer l'exécution du programme principal, ce qui va perturber l'exécution normale de mon programme principal. Dans ce cas, il faut donc augmenter le temps d'exécution du programme du watchdog, donc le temps nécessaire pour que le watchdog atteigne sa valeur maximale. Donc pour cela, on va jouer sur le pas du watchdog, le pas d'incrémentation. Ce que je vais vous aider pour le watchdog, c'est aussi je peux augmenter ou bien diminuer le pas d'incrémentation du timer. Pour cela, on va utiliser ce prescaler, le prédiviseur. Et si vous le mettez à 1, donc vous allez, donc si vous voulez élargir le pas d'incrémentation du watchdog, donc si vous voulez, si vous voulez augmenter le pas d'incrémentation du watchdog et pas du timer 0, il faut le mettre à 1. Si vous voulez augmenter le pas d'incrémentation du timer 0, il faut le mettre à 0. Donc, supposons que vous l'avez, si vous voulez par exemple, si vous mettez ce bit à 1, donc les bits qui suivent seront des bits qui vont vous permettre de choisir le pas d'incrémentation pour le watchdog. Si vous le mettez à 0, ces bits donc, vont jouer, ils jouent un double rôle. Si vous le mettez donc vous mettez ce bit à 0, ces bits vont vous permettre de choisir le pas d'incrémentation des timers. Je vous ai dit sur le pas d'incrémentation, c'est le prescaler. Donc vous permettez donc c'est le prescaler pour choisir le prescaler. Mais en réalité donc c'est tout simplement c'est le pas d'incrémentation. Voilà, donc voilà toutes les valeurs possibles. Si vous vous mettez à 0,0, le prescaler, donc pour un pas, il va lui compter comme 2. Donc il va s'incrémenter pour 2 2 francs descendant bien soit des francs descendants ou bien montants. Donc après 4 par exemple francs de l'horloge, il va s'incrémenter de 1. Après par exemple 16 francs de l'horloge, il va s'incrémenter 1. Si vous allez l'augmenter, donc il va attendre 2 francs pour qu'il s'incrémente. Et de même pour le watchdog. Et par exemple ici, il va, par exemple si vous mettez 010 dans ces 3 bits, 3 derniers bits, après 8 francs de l'horloge, il va s'incrémenter de l'unité. Mais dans le cas normal, si vous mettez 0, après 1 franc de l'horloge, il va s'incrémenter de l'unité. Je pense que je vous ai présenté donc le nécessaire. On a terminé avec tous les registres, mais j'ai oublié de vous montrer les registres de configuration des ports. Je pense que je les mettais ici. Ce sont des registres qui vous permettent, par exemple, qui vont nous permettre de configurer notre port, les ports du PIC. On va parler en général. Donc, supposons que ce sont les entrées-sorties de notre port. Et puisqu'on parle du 16F84, on sait qu'il contient le port B. C'est le port B qui contient 8 entrées-sorties. Mais ce qu'on va dire sur le port B, il va marcher aussi avec le port A. Donc, pour le port B, il y a deux cas. Soit il y a deux registres de configuration, c'est le TRIS B et le port B. Le TRIS, c'est qui va nous permettre de configurer nos entrées-sorties pour qu'ils soient des entrées, donc pour qu'ils soient soit des entrées, donc c'est-à-dire connecter, on va connecter avec ces entrées-sorties des tensions, on va entrer des tensions à travers ces entrées-sorties. Par exemple, lorsqu'on connecte des boutons poussoirs, il faut configurer ces entrées-sorties en entrée. Parce qu'on va entrer des tensions. Ou bien, il nous permet aussi de configurer nos entrées-sorties comme des sorties qui vont débuter des tensions. Donc, si je veux que ce pin va, par exemple, fonctionner comme sortie, il faut mettre ici 0. Si je veux que ce pin sera donc en entrée, donc configuré en entrée, il faut le mettre à 1. D'accord? Donc si je le mets en sortie,
il va fonctionner, il va débuter une tension. Mais il y a deux cas, soit il va débuter 0 volts, soit il va débuter 5 volts. Si je veux qu'il va débuter 0 volts, il faut mettre 0 ici dans le port. Alors, j'ai inversé les registres. Donc j'ai noté ça en rouge le tris. Donc si je mets ici 0, cette entrée va fonctionner comme sortie, il va débuter une tension. Donc il y a deux cas, soit il va débuter 0 volts ou bien 5 volts. Si je veux qu'il débute 0 volts, je vais mettre ici 0, donc 0 volts à sa sortie. Si je veux pas, si je suppose que cette entrée sortie, je veux le programmer en sortie, donc je veux qu'il me débute une tension, je vais le mettre à ça. Donc configurer le tris, le bit qui est équivalent associé à cette entrée sortie, je vais mettre 0. Et pour le port, c'est le port, il va me permettre de configurer cette entrée sortie, soit pour me débuter 5 volts ou bien 0 volts. Si je veux qu'il fasse sortir 5 volts, je vais mettre un 1. Si je veux par exemple cette entrée sortie la configurer en entrée, je vais mettre un 1. Je vais la mettre à 1. Et ce bit donc associé, donc le bit associé, donc équivalent, donc associé à cette entrée sortie pour le registre port, il va changer de valeur automatiquement. Si je connecte 5 volts, il va se déplacer à 1. Si par exemple j'ai configuré cette entrée sortie comme entrée dans le registre trace et je mets cette valeur, j'ai dit qu'il va changer de valeur automatiquement. Supposons que j'ai connecté par exemple ici la masse. Si je vérifie la valeur